Réformer notre système ou le changer de fond en comble? C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui quand on pense à notre avenir. D'un côté, on ajuste. De l'autre, on repart de zéro. Alors, explorons un peu cette tension. Cette citation, elle donne tout de suite le ton. Elle résume bien notre obsession collective pour la croissance économique. Mais alors, face à cette religion, on fait quoi? Est-ce qu'on essaye de la rendre un peu plus vertueuse ou est-ce qu'on s'en détourne complètement? C'est vraiment là que les avis divergent. Pour nous guider dans ce débat, on a donc deux figures. D'un côté, Jean Pisani-Ferry. Lui, c'est un peu l'architecte qui dit « Ok, la maison a des problèmes, mais on peut la rénover ». Et de l'autre, Gabriel Malek qui arrive et dit « Non, non, les fondations sont pourries, il faut tout raser et reconstruire ». Deux visions, deux chemins radicalement différents. Bon, avant de les voir s'affronter, il faut savoir qu'ils sont d'accord sur une chose. Le système actuel est à bout de souffle. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la critique la plus virulente vient peut-être de l'intérieur, de Jean Pisani-Ferry lui-même. Et c'est là que ça devient fascinant. Pisani-Ferry, en fait, il est en train de remettre en cause les trois piliers de sa propre carrière. Il admet que l'économie ouverte a créé des inégalités, que l'Europe n'est pas la puissance politique qu'elle devrait être, et que la transition verte, si elle est mal gérée, peut être profondément injuste. C'est une reconnaissance assez forte qui montre que même les défenseurs du système voient bien qu'il y a de sérieuses fissures. Face à ces fissures, Gabriel Malek, lui, ne propose pas de mettre du plâtre. Il propose de tout reconstruire. C'est une alternative radicale qui change complètement les règles du jeu. Pour Malek, le problème va bien au-delà du CO2. Son argument central, c'est que l'humanité a déjà dépassé la plupart des seuils écologiques critiques de la planète. Ce visuel le montre de manière assez frappante. 7 des 9 limites planétaires sont déjà dans le rouge. Autrement dit, la crise n'est pas pour demain, elle est déjà là. Ça nous amène à la question centrale pour comprendre sa proposition. Ce concept de décroissance prospère, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est un terme qui est souvent mal interprété. Alors voilà la définition et c'est le point clé. Non, la décroissance, ce n'est pas un effondrement économique qu'on subit, c'est tout l'inverse. C'est une réduction volontaire et planifiée de notre production et de notre consommation pour, justement, éviter cet effondrement. L'objectif final, c'est de changer notre définition de la richesse, passer d'une société riche en biens matériels à une société riche en liens humains. Pour que ce soit moins abstrait, prenons un exemple concret. La sécurité sociale de l'alimentation. L'idée est simple. On applique le modèle de l'assurance maladie à la nourriture. Tout le monde cotise selon ses moyens et en échange, chaque personne reçoit une carte, disons de 150 € par mois, pour acheter des produits sains et locaux. C'est une politique typique de décroissance. Elle ne cherche pas le profit, mais à répondre à un besoin fondamental, celui de bien se nourrir. Bon, maintenant que les deux visions sont posées, voyons où ça coince. Là où ils ne sont, mais alors pas du tout, d'accord ? Et le premier point de friction, c'est sans doute le plus sensible, l'argent. Comment on finance nos retraites, notre système de santé, si l'économie ne grandit plus comme avant? Alors là, les réponses sont aux antipodes. Pour Pisani-Ferry, l'équation est assez simple. Pas de croissance, pas de financement pour notre modèle social. C'est quasi mathématique. Pour Malek, c'est un faux problème, une sorte d'alibi. Il dit que la question n'est pas à la taille du gâteau, mais comment on le partage. L'argent existe, il suffit d'aller le chercher là où il se trouve, chez les plus riches et les grandes entreprises. Deuxième point de désaccord, le problème vient-il de nous, de nos faiblesses internes, ou bien des règles d'un jeu mondial qui est, par nature, impitoyable? Ici, on voit bien deux logiques s'affronter. Pisani-Ferry regarde vers l'intérieur. Il faut qu'on soit plus efficace, plus productif pour s'en sortir. Malek, lui, regarde vers l'extérieur et dit « Attendez, le problème c'est la course elle-même ». Pour lui, tant qu'on est dans cette compétition mondiale qui tire tout vers le bas, une entreprise qui veut bien faire se fera toujours écraser. Il faut donc se protéger. Et tout ça, ça amène à une question politique cruciale. Est-ce qu'un changement aussi radical peut se faire de manière démocratique? Est-ce que les gens peuvent vraiment choisir un tel chemin? Pisani-Ferry exprime une inquiétude très pragmatique. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir d'achat. Comment leur vendre un projet de réduction? De son côté, Gabriel Malek parie sur l'intelligence collective. Il prend l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat pour dire que quand les citoyens sont bien informés, ils sont souvent bien plus audacieux que leurs dirigeants. Alors, ok, on a vu les idées, les désaccords, mais concrètement, on fait comment? Quelles sont les stratégies proposées pour y arriver? Ce tableau résume bien les deux approches. Pisani-Ferry, c'est la réforme de l'intérieur. Il veut réguler le marché, par exemple, en forçant les entreprises à enfin payer le vrai coût de leur pollution. Malek, lui, propose une stratégie de rupture beaucoup plus complexe qui se joue sur 3 fronts en même temps. Alors, cette stratégie, c'est quoi? D'abord, le choc. Des actions directes, de la désobéissance civile pour bloquer des projets néfastes et créer un rapport de force.
Ensuite, l'interstitiel. Là, on construit des alternatives, comme des coopératives, pour prouver qu'une autre économie est possible. Et enfin, le symbiotique. C'est l'idée de transformer le système de l'intérieur en changeant ses propres outils, comme les règles de comptabilité par exemple, pour qu'ils servent de nouveaux objectifs. Au fond, tout ce débat nous ramène à une seule et même question, finalement assez simple. Qu'est-ce que ça veut dire être prospère? Et c'est ça le point crucial. Ce n'est pas une simple querelle d'économistes sur le PIB, c'est une question bien plus profonde, presque philosophique, sur les valeurs de notre société. Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir, tous ensemble? Et c'est là leur désaccord le plus fondamental. Pisani-Ferry pense que le moteur du capitalisme peut être redirigé vers le bien commun si on lui donne une nouvelle boussole de nouveaux indicateurs. Malek, lui, pense que le moteur lui-même est le problème, que par nature, il est conçu pour nous emmener droit dans le mur, peu importe la direction qu'on lui en dit. Cette phrase de Gabriel Malek résume parfaitement sa vision alternative de la prospérité. Une richesse qui ne se mesure plus en possession matérielle, mais en qualité de relation humaine. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Notre économie doit-elle être conçue pour produire plus de biens ou pour générer plus de bien-être? La réponse qu'on apportera collectivement à cette question ne définira pas seulement l'économie de demain, mais carrément le visage de la société qu'on laissera derrière nous.